Bienvenue à l'émission Zone Insolite, l'édition MUFON francophone international. Ah, Carole n'a pas réagi trop tôt, elle est occupée, là. Elle est occupée. J'attendais, Ben oui. à travers de tout l'équipement, j'attendais la réaction. On va être sur StreamYard dans pas long. J'espère que je ne suis pas trop dépeigné. T'as le toupette d'en face. Ouais. En fait, c'est Kevin juste en aussi. enregistrement qu'on fait le StreamYard pour pouvoir communiquer. Mais c'est ce qui nous permet dans 2 semaines, ce qui a été fait à Zone Insolite, on va être capable de le voir en vidéo sur le canal YouTube de Zone Parallèle. C'est la raison pourquoi que le StreamYard est souvent démarré, mais on est juste en enregistrement vidéo. Fait que c'est une question de code d'écoute et d'avoir à un moment donné des sous pour ce qu'on fait. J'avais su, je m'aurais payé. Je t'en avais parlé ce matin, mais ça a l'air du monopole. Mais en tout cas, les couettes, c'est l'humidité. Ça fait des couettes. Je vais aller te chercher un peigne, je reviens. Beaucoup de spray net et du gel. Là, Steve, tu t'as envoyé le lien de StreamYard à Jenny. J'ai fait la même chose, mais elle ne l'a pas ouvert aussi. Bon. Fait que, on va attendre après Jenny. C'est ça. Ben, vous autres après Jenny. Bon. Ben, salut tout le monde. Bon samedi. Ceux qui sont dans le coin de la station, la route 20, mais faites attention, il y a des petits chars avec des petits flashers, beaucoup aujourd'hui. Coloré? Oui, c'est ça. Il était occupé un matin quand on s'est envenu. Faites attention. Eh oui. Puis, il y a plein de monde se faire arrêter à gauche-droite. Ah ouais, c'était le fun. Ben oui. Ben moi, je pense que mon truc est stealth. Moi, je pense que j'ai pogné l'édition stealth. Kia Sorento, édition stealth. T'es mieux de toucher du bois et pas trop en parler. Je veux pas trop en parler. Non, je veux pas trop abuser, là, mais je suis chanceux. Pour pas dire d'autres mots. On va te chercher un billet de l'auto. Ouais, mais ça c'est le bout, je suis pas trop chanceux. Mais on va garder la chance avec mon char. Ben, c'est comme si tu avais gagné de l'argent pareil. Oui. Tu l'as juste pas perdu. Oui. Comme, pas mal. Bon samedi à tous. Il fait beau. Ben, dans notre secteur, je ne sais pas en Europe, pour notre gang en Europe, comment c'est. Comme vous avez parlé à l'émission, c'est beaucoup moins froid que la semaine passée. La semaine passée, on était dans les moins 40 avec le facteur vent. J'ai reçu un email de notre ami en studio. Je veux dire salut à tout le monde. Mon garçon qui est là, Marc-André. Kevin, mon invité, qui est un enquêteur avec nous, avec MUFON, qui est avec nous aujourd'hui. Puis, attends, tu peux y aller, le micro est ouvert. Là. Oui, il est ouvert. Oui. Okay. Bonjour à tout le monde. Déjà. Merci pour l'accueil. J'ai reçu un email d'un des enquêteurs qu'on a parlé du cas de Virginia au Brésil. Puis il dit salut tout le monde. J'ai entendu dire qu'il faisait froid. Chez nous, il fait 113 Fahrenheit au Brésil. Que je suis allé faire l'équivalence en Celsius et c'est 45, que j'ai répondu qu'on ne devrait plus discuter de température dans les mails. J'ai dit on a comme 80 degrés de différence entre nous deux. Que on n'en parle plus, qu'on a pu parler. Et en passant, j'ai qui est Vittorio Paccaccini, son nom. Il avait fait un livre de son enquête au Brésil. Il en a fait 5000 exemplaires en portugais. Ça s'est vendu en 40 jours. Et les pourparlers pour avoir une édition française et anglaise au Canada sont en train de se faire. Et je pense qu'on va avoir un beau projet. Il n'y a rien de signé encore. On ne parlera pas de la maison d'édition. Il n'aura pas de nom. Mais ils sont très intéressés qu'on va avoir des nouvelles dans les prochaines semaines, voir comment ça avance. Notre ami, il est super content là, des développements. Il est même prêt à nous faire un tour ici au Québec. Il a déjà son visa pour les États-Unis puis le Canada pour nous faire un tour. On attend des nouvelles de ça dans le futur. En passant, on va aller tout de suite aux salutations. Là, c'est la partie, il faut que j'enlève mes lunettes. On voudrait saluer Naomi, qui est les yeux et mes oreilles de la Rive-Sud, notre ami Raymond Falardeau, mon boss Stéphane Demers, j'ai Christine Capitaine qui nous écoute à toutes les fois les 2 émissions.
J'ai du monde de la job maintenant qui vont nous écouter. J'ai les sœurs Carole et France Nantel. J'ai aussi mes cheveux verts préférés, Clarisse. J'ai aussi la patte maganée de Jenny. Puis la très gentille Blanca, que je salue, du monde avec qui je travaille. On salue aussi nos amis Gabriel et Rosanne Hamel. J'ai Lulu. J'ai André Charon, Luc Ascension. J'ai Thierry Pascal, notre ami Daniel Beauchamp, Raymond Legault. Les d'autres sœurs Hélène et Isabelle Marcoux, notre ami René Chabot, qui était peut-être supposé nous faire un tour, mais il est occupé, qu'on ne verra pas, qu'on va se reprendre une autre fois. J'ai Audrey Chevalier, Véronique Mamie, Marie-Josée Boisjoli, notre ami aussi Jean Morissette, l'équipe de Mufon Canada, l'équipe de Mufon France, Belge, sont toutes rendue une méchante gang à cette heure, de France. Puis, en dernier, il ne faut pas manquer la belle Chantal. Qui a perdu connaissance. Je ne sais pas, sûrement, mais sûrement. Attends. Mais je t'ajouterai Marc Bettemont, à qui tu as parlé récemment. Oui, exactement. Très intéressant, Marc. Très Vraiment intéressant. J'avais prévu de faire une petite vidéo avec lui. Oui. Je travaille beaucoup. J'étais en contact avec lui aussi hier. Et puis, lui essayer d'apporter des réponses par ma vision personnelle, qui est ma vérité à moi. Et j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai été comme guidé, on va dire. Ah, sûrement, assurément. Puis Marc, avec son vécu, je le comprends à 100 000 à l'heure et je sais ce qu'il dit n'est pas de la merde. C'est vraiment, là, c'est un cas très intéressant. Tu vas adorer. Ouais. Tu as parlé avec, mais attends, t'as rien vu. Mais justement, je lui garde le mystère, le suspense, exact. Puis, en passant, j'avais déjà parlé, je pense, la dernière saison, un bourdonnement que j'entendais. Il y a plusieurs personnes que je l'avais fait entendre et ont comme carrément pas aimé entendre ce bruit-là. C'est un genre de petite vibration fréquence basse dans le fond de ton tympan. J'ai entendu ça plusieurs fois où je reste et où quand je restais avec mon ex à deux places différentes. Et ça faisait... dans ce temps-là, j'en faisais pas de cas. J'entendais un bourdonnement. Puis avec ma copine Nancy, elle me fait entendre un bruit, puis la face, elle m'a changé comme live, là, on the spot, au microseconde. Puis notre ami aussi, Gabriel, qui sont venus à la radio l'autre fois, oui. J'y ai fait entendre, puis lui aussi, la face, elle a changé. Oui, Gabriel et Rosanne, c'est... Ouais. Oui, c'est... Lui aussi, il n'a pas aimé ça, mais lui avec, ça faisait un bout qu'il ne l'entendait pas. Puis il y a 2 semaines, comme j'ai parlé hier, là, c'est je pense un mercredi dans le soir, c'est revenu. Mais c'est revenu une fois. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas une question d'heure dans tout de ça, parce que c'est... Parce qu'à un moment donné, je me posais la question si tu des travaux, parce que dans le coin où je reste, ils font beaucoup des travaux sur la 19. Là, mais c'est tout le temps fermé. J'ai tout le temps mes fenêtres fermées. Hein, je ne veux rien entendre dehors. Mais le bourdonnement est tout le temps pareil, comme dans le fond de ton oreille. Puis, que tu sais, si n'importe quel bord, tu essaies la gauche, la droite, ça est arrivé juste une fois. Pas revenu, mais... Puis tu es à l'intérieur quand ça se produit. C'est encore pire parce qu'en plus, ta maison reprend le signal du sol encore plus fort. Moi, je suis au deuxième que j'entends encore plus la portée parce que quand on a eu le tremblement de terre, là, moi, s'il y avait quelqu'un qui me regardait, là, il me dit on l'interne. Parce que pour moi, là, c'était quelqu'un qui venait au hockey, là, quelqu'un qui se fait rentrer dans la bande, là, ben, c'était ça en arrière de moi dans mon lit. Le mur où je suis à côté dans mon lit, c'est le mur extérieur. Puis j'ai comme bougé dans le lit tellement que ça a fessé. Là, j'étais là. Puis le tremblement de terre était tellement bas, ça faisait comme s'il y a quelqu'un qui marchait sous mon toit. Je peux te dire que je suis descendu en bas, je suis sorti dehors assez vite. Là, j'étais comme, merde, il y a quelqu'un sous mon toit. Dis-moi le poignet, le petit bonhomme vert. Tu sais, le film avec Mel Gibson, Sing, là, tu sais. Avec le spot assez d'éclairer sur le toit. En tout cas, ça devait être drôle à voir, là. Ben, en tout cas, je riais de moi-même, là. Puis pas longtemps après, mais c'est ça, quand il y avait eu le tremblement de terre, c'était juste drôle
l'effet. Je ne sais pas si je vais être capable. On a le son. Je vais essayer de le faire réécouter. Ouais, si t'es capable, bien comme il faut sur ton si tu es capable de... Au pire, je vais monter ton volume. Oui, ça va. Attendez. Ah, c'est fréquent. Hein? On l'entend très bien. C'est... Là, il dure un peu plus long, là, le son. Mais allez dans Zone Insolite sur la page Facebook, le lien avec notre poster, si vous avez déjà entendu ce bruit-là. Moi, je lis ce bruit-là, il est dans le fond de mon tympan. On pense tout le temps que c'est comme un camion qui est en bon français sur l'idle, qui est stationné, là, mais on entend les vibrations de ce camion. Pour moi, je pensais que c'était ça, puis là, j'étais là. Il ne peut pas tout le temps avoir un gros camion qui est parké quelque part. À un moment donné, je vais me lever puis je vais aller y éteindre son camion. Là. Je suis tanné de l'entendre, là, tu sais. Mais là, le camion, il est peut-être bien haut dans les airs, je ne sais pas. C'est dans le sol aussi, ce son-là. Moi, je l'ai entendu dans le sol, mais je l'ai entendu au-dessus de chez nous aussi. C'est identique à ça. C'est fréquent, là. Moi, oui. je dis la face, là, quand elle dit « Ah, écoute ça! » Tabarnouche, non, la face m'a changé, là. Puis même Gabriel avec, là, comme il est en face de moi, je dis hey, « Écoute ça! » Puis, tu sais, comme « Arrête le son! » Toi, Janie, qui est présentement en onde, on l'a rejoint. Ça va bien, Janie? Oui, vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Tu entendais bien le son qu'Éric a fait parfaitement, oui. En 2001, au Québec, j'étais à Laval, sur les bords de la rivière d'Émilie. J'habitais là au tout début et il y a eu un tremblement de terre le matin et ça faisait ça. On a l'impression que c'était un camion qui passait dans la rue. On dit mais voyons, qu'est-ce qu'il fait là, le camion là, a passé. Et ça fait ce bruit-là de camion ou de sécheuse qui bouge, qui tape. Ah, c'est impressionnant, hein? Ouais, j'ai... Excusez. Moi, comment dire, avant, ça me dérangeait pas, mais là, à cette heure, ça veut-tu dire qu'il y en a un qui est parké au-dessus de chez nous? Je ne sais pas. En dessous de chez vous, oui. Au-dessus de chez nous. Il y a un système que je vais essayer d'avoir ou de parler avec le gars. Ça s'appelle MADAR, M-A-D-A-R. Ça détecte la différence de champ électromagnétique. Puis, avec ce petit appareil-là, il y a déjà eu cas de MUFON qui ont été capables de suivre un ovni. Il y a eu des rapports, puis avec ce petit bidule-là, mais les bidules ont allumé, ils ont fait une alerte, mais qui suivait la direction des rapports. Bon, je vais essayer d'avoir beaucoup plus d'informations là-dessus, comment ça fonctionne, la distance de détection. Est-ce que il faut que ça soit juste au-dessus de toi? C'est-tu détecté à plusieurs kilomètres? C'est des petites questions là, que je me pose. Parlant de questions, justement, tu as mis le poster de l'émission d'aujourd'hui. Oui. C'est en dessous de ça que tu veux que les gens commentent? Oui, c'est là que j'ai marqué. J'ai changé qu'est-ce que tu avais rendu, que Jenny avait posté. J'ai marqué ici pour vos commentaires et questions. Okay. Allez sur le poster, c'est où est-ce que c'est marqué ça? On voit ta face, celle de Kevin et celle de Jenny. Parfait. Puis s'il y a des questions, vous pouvez les faire aussi par texto. 418. Hein, ça va par texto aussi? Texto, oui. Les questions 418, de n'importe 903-5969 pour ceux qui ont des questions. On est ouvert à tout. C'est ça, exactement. Email, texte, la boucane. Peut-être pas avec le message boucane, on ne le verra pas, mais on est là de toutes les manières à vous écouter et à essayer de vous répondre le mieux possible. Jenny, ça va? M'attends-tu, Jenny? Moi, je ne l'entends plus. Ben voyons, Jenny, tu n'as pas supprimé ton volume. T'es-tu gelé? Ah ben oui, sa face est gelée. Bon. C'est chez eux à cette heure qu'il y a la vague de froid. Elle est gelée de même. Elle est gelée de même, OK. Bon, ben pendant que tu as fait des gelées... Ils ont coupé l'électricité. Oui, ils n'ont plus de chauffage. Elle va revenir. Une question juste comme une note personnelle...
Dernièrement, j'ai essayé, j'ai vu une vidéo qui disait d'essayer de couper le sucre. Puis je l'ai fait. 90% de ma consommation de sucre, j'ai coupé plus liqueur, les ventes de Coca-Cola ont baissé. Là. Puis, à rien faire, j'ai perdu 20 livres. Essayez-les, vous n'avez rien à perdre, à part des livres. Puis, je ne fais pas d'exercice à rien, mais c'est une belle approche, c'est pas trop forçant. Que Jenny, es-tu encore gelé? Sinon, on va parler des petites choses à côté. Elle n'est pas de retour encore. OK, bon. Oh, attends un peu. Je suis peut-être en train de te dire n'importe quoi. Oh, elle apparaît. Est-ce que tu nous entends, Johnny? On ne t'entend pas encore. Attends un peu. Je vais juste aller rétablir ton micro. Ton micro est fermé de ton côté. Le plaisir du live. Ça doit être bon, là. Bon. Oui, on t'entend très bien. Ouais, ça, je sais pas, ça coupait comme quand j'ai voulu me connecter tout à l'heure. Bon, je ne touche plus à rien. Je ne touche à rien. Je ne répondrai pas aux questions sur le fil d'actualité, j'irai après. Mais là, je ne peux pas y aller parce que ça bloque. Sinon, on va te transmettre les questions. Ouais, on va te poser les questions et tu vas pouvoir les répondre en live. Il est 2h20, on a le temps de commencer le sujet. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Jenny? Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de livres ufologiques en français. Parce que, il y a beaucoup de personnes qui, à juste titre, qui se plaignaient jusqu'à récemment, puisque ça change quand même, que beaucoup de livres, d'auteurs, surtout anglophones, n'étaient pas traduits en français. Et là, ça commence à venir et il y a des très, très bons livres qui vont sortir. Et puis, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens, ils achètent soit en Kindle parce que c'est beaucoup moins cher, soit en livre s'ils veulent avoir le livre avec eux, parce que c'est quand même super intéressant d'avoir toutes ces réflexions, toutes ces enquêtes, etc., sur le domaine ufologique. C'est plus intéressant que d'aller, ou c'est complémentaire à aller sur Internet. Hein, on est d'accord? Internet, c'est que tu as beaucoup de variantes et tu peux avoir des fausses. Là. On a regardé justement des vidéos tantôt. Puis, je vais parler vite de ce qui s'est passé en Alaska. Puis, le vidéo en Alaska, il y a des palmiers. Il y a quelqu'un qui essaie de faire passer un vidéo avec l'objet qui a été descendu en Alaska, mais il n'y a pas de palmiers en Alaska, là, en tout cas. À part tout en plastique, là, mais il faut faire attention aux sources qu'on va regarder sur les internets, comme ils disent. Mais si vous avez le livre, mais au moins vous avez la version non modifiée de l'auteur. Alors, attendez, j'ai des choses qui arrivent, bon, j'espère que rien ne... Attendez, je ne sais pas pourquoi, j'ai des choses qui arrivent là. Je ne sais pas si c'est mon ordinateur ou si on veut me jouer un tour, je ne sais pas. Ah, ça y est. Oh. OK, t'es là. Ça y est, je suis encore bloqué. T'es là? Je n'ai pas une tête abrutie. Ton image est gelée, mais on t'entend encore très bien, Jenny. Bon, écoute, j'ai ma tête d'abrutie, c'est pas grave. Si vous m'entendez. On ne verra pas ton visage avant 2 semaines, en tout cas, je te rassure. Bon, ouais, j'ai l'impression d'être sur Mars, là. Oui, donc, oui, vous me dites si c'est fluide ou pas, ou si ça me coupe, vous m'envoyez un petit message, un messenger, là, comme ça j'entendrai. Donc, là, les livres, c'est arrivé aussi comme ça, c'est que j'en ai reçu beaucoup. On m'en a donné à lire quelques-uns, et puis j'en ai même un qui est arrivé vendredi, que je n'attendais pas du tout. Et ce que je voulais vous parler, tout d'abord, c'était alors, notez, ou je vous mettrai tout ça après dans la barre en dessous, si vous voulez retrouver ces bouquins. Le premier, c'est un thriller. Alors ça, c'est quelque chose d'assez original parce que c'est pas un ufologue qui l'a écrit.
mais c'est quand même un haut fonctionnaire français dont on ne sait pas plus, qui a pris un nom d'emprunt pour écrire ce bouquin ufologique un peu complotiste. Et il a pris comme pseudonyme Arnaud Lazare. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Lazare. Est-ce que c'est un hasard? J'en sais rien. Et ce bouquin, il s'appelle Divulgation, un thriller au cœur du phénomène OVNI. Vous le trouvez sur Amazon. C'est une fiction qui parle d'ovnis triangulaires qui survolent les centrales nucléaires françaises. Et vient se greffer à ça l'histoire de multinationales du pétrole et une agence privée américaine. Et toutes se disputent une technologie révolutionnaire. Et arrive la mort d'un chercheur de haut vol suite à une découverte scientifique qui bouleverse notre compréhension de la réalité. Arrive aussi là-dedans une secte qui annonce le retour sur Terre du peuple du ciel. Le fil est tendu entre tous ces événements et on va avoir une certaine révélation. Que sont les ovnis qui traversent notre ciel et que viennent-ils chercher? Il annonce ça comme un thriller technologique qui s'appuie sur des faits réels, puisqu'il parle de la vague française d'OVNI en France. Il lève le voile sur le fonctionnement de l'appareil d'État. N'oublions pas qu'il en faisait lui-même partie. Et la puissance des multinationales sur fond de course à l'armement et de lutte contre le changement climatique. Je pense que c'est un bouquin qui doit être assez intéressant à lire et peut-être pas au premier degré, mais au second degré. Vendredi, j'ai reçu un livre de Suisse en français de Ruth Morf des éditions Vérone, donc en Suisse, que j'ai retrouvé sur la FNAC en France, mais qui doit être ailleurs, et qui s'appelle Le mystère des extraterrestres. Cette dame a écrit beaucoup de livres sur les mystères, là, par exemple, la recherche des vies antérieures ou des choses comme ça. Puis j'aime bien la philosophie de cette dame qui dit dans un interview, un jour, quelqu'un m'a parlé d'astrologie et j'ai répondu, je n'y crois pas. Ce à quoi on m'a rétorqué, on ne parle pas de quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc, elle dit que c'est une leçon qu'elle n'a jamais oubliée et que maintenant, elle se renseigne avant de parler de quelque chose. Alors, là, je l'ai sous les yeux, je l'ai avec moi. Évidemment, ça... Si... Voilà, je vois que là, c'est un petit livre qui est un peu un catalogue dictionnaire de cas par contre avec des mises à jour de tout ce qui se passe en ce moment, les intervenants, les projets, puisqu'il y a même Elon Musk dedans. Donc un genre de catalogue dictionnaire, pardon. Un genre de livre que lorsqu'on l'a lu, on peut briller un peu en société, ou un livre pense-bête, ou encore pour les débutants en ufologie, un bon démarrage pour prendre connaissance des différentes choses qui sont arrivées depuis en ufologie, les choses principales arrivées en ufologie, prendre connaissance du phénomène extraterrestre. Donc, un petit livre, mais intéressant. Dans le plus lourd, là, on va arriver dans du lourd. La maison d'édition Flying Disc France, avec qui MUFON France a pas mal de connexions. C'est une maison d'édition qui traduit des livres américains. C'est ça sa spécialité. C'est Philippe Mantel qui dirige ça et qui est un Anglais. Et pour commencer, je vais vous dire, allez voir directement sur le site internet, donc Flying Disc France. Vous allez voir, il y a tous les livres et puis il y a des interviews. Bon, c'est très bien fait. Mais le 12e livre qui vient de sortir, c'est quelque chose
complètement différent de ce qu'on a pu lire jusqu'à présent. C'est de l'enquête et ça va intéresser autant les enquêteurs que les chercheurs, que les trackers de phénomènes paranormaux, de phénomènes ovnis, puisque le nom du bouquin est Meadow Project. Il est écrit par un enquêteur du nom de James Trey Hudson, préface de Angelina Shear, tu dois connaître Eric, qui est une enquêtrice de terrain du MUFON au Tennessee. Et c'est un livre qui a fait énormément parler aux États-Unis lorsqu'il est sorti. Et quand vous allez le lire, vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai pensé tout de suite à Eric quand j'ai commencé à lire ce livre. Je n'ai pas fini, mais c'est vraiment captivant parce que c'est un sous-lieutenant de réserve de l'armée américaine. Et il s'est lancé dans une étrange aventure avec l'aide d'une équipe pluridisciplinaire qui va le rejoindre dans des véritables expéditions souvent nocturnes. C'est un peu le hasard d'un jeu de chasse au trésor du nom de Géo, je sais pas quoi, là, qui lui a fait découvrir une zone particulièrement active de phénomènes paranormaux et qui est proche du célèbre ranch Skinwalker. Donc la zone où lui il a enquêté, c'est pas un roman, hein, c'est quelque chose de, c'est une enquête de terrain. Donc cette zone-là est gardée secrète. Donc pendant plusieurs mois et même plusieurs années, Trey et son équipe vont monter des opérations de repérage dans cette zone nommée Meadow. Il va leur arriver de nombreuses aventures qui sont extrêmement détaillées, comme on détaille aussi tout le matériel utilisé, qui ferait des envieux parmi nous. C'est sûr qu'ils ont énormément de matériel et ils sont très nombreux. Donc ces opérations sont réelles, hein, ce ne sont pas des opérations du fruit d'imagination fertile. Et puis, je peux vous assurer que lire ce livre le soir sous les couvertures avec une lampe Porsche, ça risque de vous donner des frissons. C'est assez épeurant, on va dire. Ben, surtout le secteur où ils sont en plus, ça n'aide pas. Là. Eric, il faut que tu lises ce livre, absolument. Mais qu'est-ce que j'aimerais, c'est que tu prennes une photo des livres que tu parles, puis tu les mettes. C'est ça, c'est ce que je vais. Oui. Sur la zone. Je ne serai pas risque de figer, là. Oui, c'est ça. Juste avant qu'on continue, on va aller à la pause. Okay. Parce que c'est le temps. On ne peut pas couper en plein milieu là, d'un livre, de parler. Ceux qui à parler encore un peu de ce livre, mais c'est pas grave. Ben, si tu veux finir de parler du livre, on va continuer, puis après, on va aller quand on aura terminé, on coupera. D'accord. Donc, je disais, ce que je disais, c'est oui, je peux que recommander ce livre aux ufologues avertis et en devenir, ainsi qu'aux chasseurs de fantômes, puisque ça s'adresse à tout le monde. Et un extrait de la 4e de couverture, puisqu'il parle beaucoup mieux que moi, il dit l'équipe réunie autour de l'auteur a fait des observations d'ovnis, subi des séances de temps manquant, des épisodes de désorientation extrême et de communication bidirectionnelle. Au fil des expéditions successives sur plusieurs années, les enquêteurs qui exploraient la prairie, en français, ont fait des rencontres avec des entités étranges et des créatures de type cryptique. Ils ont également été confrontés à des portails et à d'autres incidents encore. Et l'équipe est composée d'anciens combattants, des opérations spéciales et du renseignement, d'agents des forces de l'ordre, d'ingénieurs, d'employés du gouvernement possédant des accréditations sécuritaires supérieures, d'infirmiers, d'auxiliaires médicaux et autres. Et ils forment un groupe de chercheurs très complémentaires aux compétences professionnelles certifiées. Donc, ça s'appelle, pour clore, ça s'appelle exactement, c'est le projet, c'est ça en français ou en anglais, je crois qu'ils l'ont appelé de la même chose, Meadow Project. Meadow Project. Voilà. Ouais, voilà pour ça. Une petite équipe de débutants, là. Pardon? J'ai dit, c'est toute une petite équipe de débutants, ça. Ah non, mais ça rigole pas. Sacrétisation en haut de secret.
mais oui, je comprends pourquoi tu as passé à moi. C'est quand ça fait 2 semaines qu'on est allé. On avait quelqu'un qui a fait un call, il voyait des choses dans le ciel, puis il était dans le secteur de Saint-Colomban au Québec. Puis là, j'ai dit, tes lumières, tes voix vers le secteur Sainte-Anne-des-Plaines. Quand elle me dit non, elle dit vers Sainte-Sophie. Que je fais Saint-Colomban, Sainte-Sophie. Qu'est-ce qui tombe après Sainte-Sophie? C'est la ligne droite, c'est Saint-Lin. Ah, voilà. Que ça a donné ce soir-là, on est à Libre, qu'on est allé se promener en auto. Puis on a fait le tour, on a passé devant le petit champ du Crop Circle qu'on a fait. Ça a fait bizarre de passer devant. Et on a roulé 2 heures à chercher le trouble dans le ciel. Là. Ouais, tu vois, l'équipe, là, c'est la même chose. Alors, eux, ils campent sur place, il fait froid, ils y vont l'hiver, il fait assez froid. Et ils ont un matériel de fou, quoi. Ouais. Ils ont le budget, je pense, eux autres. Mais ils sont pas. Ouais. Oui et non. Ils ont des caméras, tu sais, genre infrarouge, des choses comme ça. Des boîtes à fantômes aussi qu'ils appellent. Bon, ça, je ne connais pas, c'est pas mon truc. Mais non, mais c'est vraiment un livre extraordinaire. Ça change. On va regarder ça. Que là, on va aller à la pause, puis on va revenir avec les prochains livres avec Jenny. CJMD 96.9 Lévis. L'alternative radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule. Les salles des nouvelles. Ah, les gars. Ça fait deux qui me disent que, hey, attends, ils promettent qu'ils lèveront plus les libertés fondamentales. Bernard. Ben oui. C'est comme une danseuse qui a dit qu'elle t'aime, tu comprends? Dans le fond, ce qu'elle veut, c'est ton esti de carte, là. Fait que c'est la même affaire pour la carte. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 heures. Tu aimes le plein air, le ski, le snow, le ski de fond, le hors-piste et les glissades? Le mont Hadstock, situé à 10 minutes de Thetford et à 1 heure de Québec, offre une panoplie de sports d'hiver. L'ambiance, les conditions de glisse, la quantité impressionnante de neige et les après-ski festifs sont les points forts de la montagne. Nous vous invitons à aller découvrir cette merveilleuse montagne qui fête ses 70 ans cette année. Pour plus d'informations, monthadstock.ca. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Tant qu'à s'enrôler, on le fait chez Pizza Salvatore à Saint-Nicolas. Jusqu'à 26 $ de l'heure pour cuisiner les meilleures poutines et pizzas. Jusqu'à 30 $ de l'heure pour les livrer ultra rapidement. 10 primes au rendement et tu peux même être gérant. On t'attend route des Rivières. Pizza Salvatore. Les montants des salaires incluent les pourboires. Vapking, Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas, Sainte-Marie vous offre le plus grand choix de produits, des nouveautés et un service professionnel. Venez vivre l'expérience Vapking. Je l'étudie, Vapking. Image Express, chef de file dans l'impression grand format, est à la recherche de graphistes pour différents projets. Salaire concurrentiel. Pour laisser vos coordonnées. Info en commercial imageexpress.ca 418-835-1789. Au plaisir de travailler avec les pros de l'Image Express. Le 18 février à l'Anglicane, Mononcle Serge et les Cross-Monontes vous convient à leur nouveau spectacle. Piloté par Serge Robert, le groupe promet de vous faire sentir en orbite grâce à un mélange de rock, de rire et d'énergie avec les morceaux de son album L'An 8000. Le 18 février, rendez-vous à l'Anglicane avec Mononcle Serge et les Cross-Monontes. Billets disponibles au www.l'anglicane.com. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de MUFON Francophone International. Ah. Elle est occupée, elle est concentrée, Carole, parce qu'elle ne réagit pas d'habitude. Là. Elle aime mon International. Oui. Oui, d'habitude, oui. Ouais. Ah, tu perds de. Non, c'est pas bon. Ouais, qu'elle change l'accent. Ouais, qu'elle change l'accent. Non, c'est parce que je suis occupée à faire ta mise en onde ici en même temps, parce qu'il y a des bouts que ça n'a pas été mis encore. Fait que quand je suis concentrée, là. Ouais, 100% peu, pas de pipe. On va retourner avec Johnny, puis les livres. Oui, mes bouquins, c'est rare qu'on parle de bouquins. Là. Je pense que c'était bien de faire un petit peu le point. Pour ne pas dire c'est la première fois. Pardon? Pour ne pas dire c'est la première fois. Oui, en gros, parce qu'on a parlé de mes individuels peut-être de sortie, mais là, en gros, oui. On reste toujours chez notre ami Flying Disc France. Il va sortir. Alors là, je vais parler des livres c'est de l'avant-première, puisque ça va sortir, donc personne n'est au courant, à part ceux qui sont à la maison d'édition. Il y a un livre qui va sortir qui est en cours il est en cours de traduction. Alors attention, parce que moi, La Noche de los Santos Santerinas, je ne sais pas si c'est bien bon ce que j'ai dit. C'est un livre qui a été écrit en 2010 par Patricio Abuslem. Et vous connaissez l'histoire, vous la connaissez, et il paraît, des critiques que j'ai vues du livre lorsqu'il est sorti, que c'est assez exceptionnel, que c'est une enquête formidable qui a été faite de A à Z, mais vraiment dans les règles de l'art. C'est l'histoire du célèbre caporal Valdés de l'armée chilienne. C'est ce caporal qui a été enlevé par une lumière mystérieuse aux premières heures du 25 avril 1977 dans la Pampa, au nord du Chili. Et vous vous souvenez qu'il est réapparu, je crois, 5 jours après. À peu près un style comme Travis Walton. Oui, mais dans mes souvenirs, il avait la barbe. Sa montre avait la même heure que lorsqu'il est parti, je ne sais plus. Il y avait quelque chose. Et là, c'était le caporal, et ce sont des soldats qui l'ont vu partir dans une espèce de nuée et dont il est revenu. Donc, ce livre est sorti donc en 2010 au Chili, et on va enfin pouvoir en apprendre plus sur ce cas extraordinaire qui est, comme je disais, extrêmement bien documenté. Donc, quand il va sortir, je vous l'annoncerai. Faites-lui une petite... Ah, ça y est, je bloque. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout est bien. Bon, c'est juste ma trombine qui bloque, c'est pas grave. Donc, faites-lui une petite place dans votre bibliothèque. Et puis, un des gros morceaux, Eric, qui va sortir, qui est actuel aussi au tout début de sa traduction, quelque chose qui nous tient à cœur au MUFON, et qui est absolument indispensable à tout bon enquêteur, à toute personne qui se pose des questions sur le phénomène OVNI et sur les abductions. Ce livre, c'est un livre que je propose automatiquement à tous mes contactés et abductés. Et jusqu'à présent, il n'était qu'en langue anglaise. C'est le livre de Kathleen Mardon, Contact extraterrestre, quoi faire quand on a été abducté. Donc, c'est un livre vraiment très important. Il est sorti aux États-Unis en 2019. Il a fallu à Flying Disc acquérir l'autorisation de traduction de traduction, pas des droits du livre, mais de traduction en français. Et que ça a été un long processus. Je pense que Eric, Kevin et moi, on sera très intéressés par la sortie de ce livre, et pas que nous, bien sûr, parce que Kathleen est la personne qui a créé notre groupe de soutien aux abductés qu'on nomme les IRT. C'est une grande dame de l'ufologie.
Dans ce bouquin, Kathleen se dévoile encore un peu plus, ainsi que ses co-auteurs, puisque des gens que l'on connaît, nous, chez les IRT, c'est Anne Castle et Denis Stoner, qui sont co-auteurs de ce livre. Elle donne toutes les pistes sur tout ce qu'il faut savoir sur les abductions, sur les entités, sur les fantômes, les prélèvements, les visites dans les vaisseaux, la façon de dire stop et stop non aux enlèvements. Et jusqu'à ce que l'on, peut-être on ne pense pas, mais sur la révélation, c'est-à-dire est-ce qu'il est bon de parler en public ou même à sa famille de ce qu'on a vécu. C'est vraiment un livre primordial, majeur pour tous ceux qui s'intéressent à l'ufologie ou aux abductions. Donc, entre parenthèses, alors j'ai le plaisir de travailler à la relecture de cet ouvrage. Donc, pour moi, c'est une grande satisfaction. J'avais feuilleté l'édition en anglais, mais bon, bien sûr, en anglais, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Hein. Et là, je redécouvre le livre et je le trouve vraiment très, très intéressant. Il s'agit d'un travail de fond très sérieux et qui répond à beaucoup de questions que les contactés ou les enlevés se posent. Alors là, je ne sais pas, puisqu'on est au tout début de la traduction, je ne connais pas le rythme et les corrections. Moi, je dirais début de l'été, quoi. Je penserais à un début de l'été. Mais là, on en reparlera parce que vraiment, c'est pour nous, pour les enquêteurs, pour les personnes avec qui on correspond, qui ont été enlevés, abductés et tout, c'est très... je veux dire la Bible, c'est un peu exagéré, mais... C'est complet. Oui, c'est pas pire. Mais il faudrait aussi donner... Marden, c'est qui? Faudrait expliquer d'où ce qu'elle vient, cette dame-là. Kathleen Marden, c'est la personne qui a créé notre groupe. D'abord, c'est une enquêtrice à la base du MUFON. C'est la nièce de Betty Hill, le couple Betty et Barney Hill, le célèbre enlèvement qu'il y a eu aux États-Unis du couple qui s'est fait enlever, sur qui il y a eu beaucoup et des livres et des enquêtes et même un film, je pense, qui n'a pas été une réussite. Et Kathleen a travaillé après au MUFON. Et c'est elle qui a eu l'idée, elle l'explique très bien dans son livre, c'est elle qui a eu l'idée de créer quelque chose à part le MUFON, juste pour les personnes qui pensent être abductées ou contactées. Et ça fait depuis toute sa carrière, elle a travaillé pour ça toute sa carrière. Donc, elle en connaît un sacré rayon. Vous pouvez la retrouver aussi sur des chaînes. Vous pouvez voir ses conférences, ses autres livres, puisqu'elle a fait d'autres livres. Est-ce que ça répond à ta question, Eric? C'est en plein ça que je voulais que tu dises. Voilà. Notre amie Kathleen, puis elle est tellement gentille en plus. C'est une dame charmante. Alors, dans les projets, bon, ça, c'est pas mon projet, mais on en a parlé, je pense, la semaine dernière. Il y a eu un interview de Marc, parce que Marc Saint-Germain, il va sortir un nouveau bouquin. Donc, je ne vais pas passer à côté. Hein. Puis, en plus, ça intéresse le Canada, puisque c'est le projet Magnet. Il travaille dessus depuis très longtemps. Il avait fait une pause et il a fait une pause aussi involontaire. Et là, il va sortir. Il a beaucoup de courage et il a repris le projet Magnet qui va être certainement hyper intéressant sur les dessous. Je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait. Le projet Magnet, c'est comme la zone 51, entre parenthèses, canadienne. Notre zone bizarre. Le dessous des affaires des ovnis au Canada. Quoi. Donc, de toute façon,
Lorsque ça sortira, on va en discuter. On va en discuter. Pour finir, alors on n'est pas en reste au MUFON France puisqu'on a un projet qui est entamé. Et puis ici, alors j'en parle parce que j'ai eu l'autorisation. On a un projet d'écriture sur nos enquêtes, et pas seulement sur les enquêtes, mais aussi sur la vie des enquêteurs. C'est un projet à plusieurs mains, c'est-à-dire que plusieurs enquêteurs écrivent. Et bon, on n'est pas à le boucler encore, mais on espère, surtout Jean-François, on espère finir ça aussi à peu près dans les mêmes temps, quoi, début d'été. Je voudrais bien. C'est un projet ambitieux, hein, parce que nous, on n'est pas du tout dans, tu vois, on n'a jamais écrit de bouquin de notre vie. C'est différent à écrire, c'est ça. Il faut penser qu'écrire sur une feuille de ce qu'on pense, puis de l'écrire dans un livre, puis de le mettre comme dans un langage que le monde va te comprendre, parce que mon charabia à moi, c'est mon charabia à moi, puis Kevin, nous, on se comprend, c'est ça l'important, mais le plus important, c'est que tout le monde doit te comprendre et de parler un langage universel que si tu dis à gauche, mais tout le monde va comprendre que c'est à gauche et pas on s'en va de ce bord-là. Donc, on n'en parlera plus. Là, c'est vraiment l'avant-première et on en parlera plus tard, peut-être avec Jean-François. Quand ça va être un peu plus avancé, on attend encore la copie de trois enquêteurs. Voilà. On peut-tu nommer les noms des enquêteurs ou il faut garder ça secret? Qui participent? Oui. Jean-François Giot, directeur des enquêtes, Éric Barouillet, IRT aussi, et directeur adjoint. Karen Lagnol, notre Star Team. Ouais, tu connais, Karen. Oui. Alors attention, hein, parce que si j'en oublie, je vais me faire taper sur les doigts, puis je vais en oublier, bien sûr, moi, bien sûr. Olivier Balduini, Sylvain Matisse. Il va y avoir Salva belge, la Belgique. Et puis, qui c'est d'autre? Quelqu'un d'autre. Puis j'oublie. Voilà. Alors bon, on va me taper sur les mains, mais bon, ça fait du monde, tu vois. La personne, elle a 1 heure encore pour s'identifier. Il faut t'envoyer un message. Non, c'est pas vrai. C'est Eric, mais c'est la seconde partie. Mais oui, faut arriver à lier tout ça. C'est des caractères différents, c'est des façons d'enquêter différentes. Donc ça, je pense que ça va être intéressant, j'espère. Oui, c'est sûr que chacun a une méthode de base, mais a quand même une méthode d'approche différente d'une personne à l'autre, là aussi. Là. Il y en a qui peuvent foncer dans le tas, il y en a qu'on va tourner autour du pot un peu avant de plonger. Là. Puis, il y a des histoires personnelles aussi qui rentrent en ligne de compte. Hein, parce que tu n'as pas la même approche. Bon. Ben, l'approche, il y a l'expérience. Tu peux être enquêteur, mais tu n'as jamais rien vu et aimer ça. Puis il y en a d'autres qui sont enquêteurs à cause qu'ils ont vu des choses et ils veulent aider à propager, faire le message parce qu'eux sont ils sont arrivés quelque chose à eux. Ils ont été témoins. Ils ont plus été témoins. Là. Tout à fait. Que tu as plusieurs. Être enquêteur, tu as plusieurs manières. Tu as quelqu'un qui s'intéresse. Il y en a qui sont curieux. Il y en a qui ils ont arrivé quelque chose puis ils veulent être là-dedans. Et moi, ça fait depuis que je suis jeune. Ouais. Mais tu sais, hein, tu le sais bien, la plupart des gens, les gens, ils nous demandent, et vous, pourquoi vous faites ça, quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
Moi, c'est facile. Moi, c'est Daniel Beauchamp. Moi, c'est ça la raison. C'est Daniel Beauchamp. Pourquoi? À cause que j'étais avec Muffon. Je m'intéressais à ça avant. Mais c'est avec Daniel quand on s'est rencontrés, blablabla. Puis c'est bien juste, il ne m'a pas mis dans le fond de la valise. Puis tu t'en vas, tu viens au séminaire de Muffon. Puis j'ai pas eu le choix d'y aller. On est allé, on s'est rejoint là-bas. Puis j'étais avec Muffon depuis ce temps-là. Il t'a comme fortement suggéré de... Oui, fortement en majuscule. Caractère gras. Puis là, faut que tu rencontres Marc, faut que tu rencontres Jean-Charles. Puis là, j'ai pas eu le choix. Puis ça date de novembre 2015, si je me trompe pas, ou 2014. 2002. Dans ces eaux-là. Dans ces coins-là. Puis au mois de janvier, j'étais enquêteur. Donc, tu sais, Daniel a fait le chemin, il a fait le contact. Puis à cette heure, je suis assis, j'ai une émission de radio, puis je suis directeur national. Ça passe vite. Merci, Daniel. Il y a des sages paroles aussi, Daniel. Ouais. Moi, c'est pareil, quand j'ai eu l'émission ici, en 2018, dans les débuts de l'année, j'y avais parlé en privé, puis j'avais dit, ouais, c'est quoi je fais? Ça me semble que je suis sénère, je ne sais pas si je vais être capable. Puis il m'a tellement encouragé à foncer, puis de le faire. Veux pas, tu fais comme t'es un supporter. Puis là, mais aujourd'hui, il m'encourage encore plus. Je trouve ça vraiment, c'est nice. Même si on ne se parle pas souvent, il est tout le temps là, à l'arrière pour nous encourager, Daniel. Puis, moi, j'allais faire un tour. Avant, je n'étais pas loin de chez eux, mais là, j'ai fait un petit tour qu'on allait prendre une petite bière avec Daniel. Là. Qu'on allait voir sa petite écran d'ordi de 50 pouces. C'est pour ça qu'il spot plein d'affaires sur ses photos. Il voit des affaires, ses photos. Comment t'as fait de voir ça? Je suis allé chez eux. OK, ouais, c'est sûr. Tu as un écran de 50 pouces comme ordi. C'est sûr, tu vois tous les détails. Donc, avant de tomber dans notre autre sujet, on va aller à la pause. Tout de suite? Oh, ouais, tout de suite. Ben, avant d'aller à la pause, je veux juste rappeler que ceux qui veulent commenter, parce que là, il y a des commentaires qui rentrent aux deux endroits. OK. Faites-le en dessous de le poster où on voit la face d'Éric, Kevin et Janie. Ça va être ça va être tout le temps comme ça. Ça va être plus simple de même. Le poster, il va comme que Janie fait, qui fait un super bel job de poster à chaque fois, Janie. Mais, hein? On est beau, hein? On est beau, hein? Moi, je suis zéro là-dedans. Mais à toutes les fois, sur la page de Zone Insolite, vous allez voir le poster, c'est là que vous mettez les questions, c'est là que tantôt on va mettre les liens. Oui, je vais les mettre moi aussi. Les liens de Janie, les photos des livres. Avec Kevin de son sujet, on va mettre des photos, des liens. Ça va tout le temps être là-dessus. Qu'il ne faut pas mêler la zone parallèle et la zone insolite. Ben, quoique, moi, mon annonce, ça comprend les deux émissions. C'est ça. Mais c'est ça. Mais il y a tout le temps une petite différence là, pour ne pas mélanger et être sûr que si vous avez une question, mais qu'on puisse y répondre et pas que la question tombe entre deux chaises, comme on dit. Exact. Je veux juste spécifier que c'est Zone Parallèle qui produit l'émission de la Zone Insolite, mais c'est deux émissions complètement différentes. À part. Vous êtes à part entière. Vous avez chacun a ses animateurs comme toi ou comme tout autre enquêteur ou autre. C'est un regroupement qui fait de 5, on est pas loin de 5-6 qui fait l'émission. C'est ça, exact. Et ça permet d'avoir plusieurs sujets différents. Exact. Puis je vous rappelle aussi ceux qui veulent... Oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais. Vas-y, Jenny. Non, mais ça dépend du temps qu'on a. Bon, il y a encore 5 minutes. Une autre nouvelle, mais qui n'a rien à voir avec ce que j'ai. J'ai 5 minutes qui n'a rien à voir avec mes affaires. Oui, vas-y. le Muffon France, on va être partenaire d'un gros truc là, le 4 et 5 novembre à Paris, à la Sorbonne. C'est une grosse rencontre ufologique. On en parlera aussi plus tard, mais oui, c'est quelque chose d'inattendu et qui va être vraiment très intéressant. Le Muffon à la Sorbonne, à Paris. C'est où ça? C'est genre, il n'y a pas d'équivalent au Québec. La Sorbonne, c'est genre l'université. Harvard. Ouais, c'est la Harvard de Paris. On va dire ça à peu près comme ça, voilà. Ouais. Ouais.
Et puis, rappelle-nous la date. C'est le 4 et 5 novembre 2023. Mais on va en rediscuter parce que on va plus de précision. Il y a des gros intervenants là. Vous voyez un peu du côté des États-Unis là, le genre de personnes qui fait parler d'eux dans le phénomène UFO, dans le phénomène divulgation. Donc il va y avoir du gros monde. Bon, on va avoir plus de précision. J'apprends mon anglais, moi je révise. On va aller à la pause. Et je rappelle le texto, ceux qui ont des questions, aussi par là, 418-903-5969. Tantôt. Parfait. À tout à l'heure. Hey yo, what up, en direct du 483, c'est ONZ. Vous écoutez CJMD sur 96.9. Check ça. Hey, ça va, mon Alain? Pas pire, mais l'hiver, réparation de toiture, morceaux par-dessus au vent, coulage, déneigement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture le cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et toiture le cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88 655 6718. Tant qu'à s'enrôler, on le fait chez Pizza Salvatore à Saint-Nicolas. Jusqu'à 26 $ de l'heure pour cuisiner les meilleures poutines et pizzas. Jusqu'à 30 $ de l'heure pour les livrer ultra rapidement. 10 primes au rendement et tu peux même être gérant. On t'attend route des Rivières. Pizza Salvatore. Les montants des salaires inclus les pourboires. Du 9 au 19 février prochain à Lévis. Découvrez la relève des grandes ligues à l'International Pee-Wee BSR. Durant 11 jours, à l'Aquarena de Charny et à l'Arena BSR de Saint-Nicolas, assistez aux confrontations de 100 équipes en provenance de 5 pays, dans les classes B, A, 2B, 2A, 3A et 3A Elite, auxquels s'ajoutent les championnats des Coupes du Monde B, A et 2B. Toutes les infos au www.tpwbsr.ca. Hey Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, je suis pas bon là-dedans! Pas juste des devinettes, clairement. Alors Marcus, où est-ce qu'on peut trouver des produits sans alcool, 900 variétés de bières, t'es pas obligé de lever la main, Marcus, c'est une pub, 900 variétés de bières de microbrasserie, plein d'essentiels pour la maison, hein? Où on peut trouver ça à Lévis? Ah, ben là, c'est le fun, facile, c'est au dépanneur Lisette. C'est où, ça? Au 354 Avenue des Ruisseaux, Pintendre. C'est une institution à Lévis depuis 30 ans. Donc, un mot à retenir. Lisette. Dépanneur. Non, ça fait 2, ça. Image Express, chef de file dans l'impression grand format, est à la recherche de graphistes pour différents projets. Salaire concurrentiel. Pour laisser vos coordonnées. Info en commercial imageexpress.ca 418-835-1789. Au plaisir de travailler avec les pros de l'Image Express. Rôtisserie Fusée pour les délicieuses poutines. Rôtisserie Fusée pour le poulet rôti réputé. Rôtisserie Fusée pour les côtes levées. Rôtisserie Fusée pour les salades, les croquettes de poulet, les lanières, le club sandwich. Rôtisserie Fusée. 88-833-1111. www.rôtisseriefusée.com. Grande nouveauté dans vos rôtisseries Saint-Hubert avec l'arrivée du tout nouveau bol Saint-Tube. Garni de poulet rôti caramélisé et de légumes croquants, le nouveau bol Saint-Tube vous est offert en 3 versions. CJMD 96.9. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de MUFON Francophone International, qu'on va remettre. Janie est encore avec nous. Es-tu encore là, Janie? Ah, Janie, son ordi a pogné une vague de froid qui est gelée, qu'on va aller avec notre ami Kevin que je reçois aujourd'hui. Le micro est marché, Kevin? Oui. Non. Kevin, madame de la console. OK. Madame, j'ai un téléphone? On va parler avec Kevin, on va aller au téléphone. Oui, tu as un téléphone présentement. Raymond Falardeau qui est là, il y a quelque chose à te dire. Kevin, excuse. Oui.
Éric Tessier, bonjour. Bonjour Raymond, juste te dire, Kevin, excuse-moi, mais Raymond passe avant toi. C'est normal. Les auditeurs en premier. Alors, regarde, Éric, même je t'ai envoyé quelques messages hier, savoir si tu étais là en début d'émission, parce que j'avais prévu venir faire un petit tour, j'avais de l'information pour toi. Alors, il y a eu un contretemps de ma part. Alors, comme je suis ton émission toujours quand tu viens faire ton tour. Alors, on a parlé un petit peu cette semaine des fameux U2 là, qui passaient en haut du Québec. Oui. Et puis tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils foutent là actuellement. J'ai fait quelques petites enquêtes, j'ai des contacts au niveau Ottawa et également de la base de Valcartier. Et Ottawa m'ont donné une version. Valcartier, je te dirai le nom de la personne en question en privé, là, mais il m'a informé que eux, Valcartier, sont pas au courant du tout de cette manœuvre de ces appareils-là, qui apparemment seraient là pour des sondages météo entre guillemets. Mais la FERCA, comment ça se fait qu'ils sont pas au courant? Parce que Ottawa, eux, ils seraient au courant de ça. Alors, il y a peut-être un manque de communication ou un désir de ne pas informer, ou encore ces deux dossiers complètement séparés. Fait que on nage encore. Je te dis, actuellement, je suis encore en train de faire quelques recherches et j'ai une personne qui travaille sur le dossier pour essayer d'éclaircir le tout, parce que c'est récurrent. Ils viennent à peu près 4 fois par année. Et puis dans des zones très particulières, comme on s'est déjà parlé il y a à peu près 4 mois. Tu m'en avais dit 5 mots d'ailleurs. Ça fait déjà quelques temps. Ils sont déjà venus, ils font le même circuit, ils reviennent. Ouais. Et pourquoi? C'est ça la question. Et personne, il y a le pourquoi. Pourtant, l'avion vole avec un transpondeur ouvert. Il est visible sur Flight Traffic Radar 24. Ce qui se déclare, mais on ne peut pas savoir pourquoi il se déclare. Oui, on avait même parlé même l'année passée, 1 an ou 2, il me semble, ça fait déjà 1 an passé, puis qu'on avait même parlé, puis c'était le même trajet. Exactement. Puis lui, il est suivi d'un P3. Un P3, c'est comme un gros avion 4 moteurs à... P3 Orion, si je me trompe pas. C'est ça, mais c'est un Orion. Puis les Américains, c'est des Orions. Ici, c'est des Aurora. Alors, eux, c'est une version modifiée. Ils appellent ça Intelligence Gathering. C'est du recueil d'informations. C'est peut-être à peu près n'importe quoi qui rentre là-dedans. Ils sont très modifiés par rapport aux nôtres. Excuse-moi, je parle parce que moi, j'étais un ancien d'aviation, comme tu sais. Et puis, c'est parce qu'ils ont des sondes et des sautasses, des radars aériens qui sont là pour accueillir, en fait, de l'information que normalement un Aurora n'accueillera pas. Alors, ils sont différents des nôtres, ces avions-là. Et puis, toujours quand le U2 est là, l'autre, parce que le U2 est à 61 000 pieds. L'autre est à peu près à 30 000 pieds. Alors, lui, il reçoit l'information que le U2 lui donne. Quelle information, on ne le sait pas. Mais à 60 000 pieds, c'est très haut. En passant, je vais te dire, Éric, j'ai déjà volé, moi, à 69 000 pieds. Ici, à Québec, là, il n'y a personne qui a volé en haut de 60 000 pieds, sauf moi, peut-être 1 ou 2, même pas des pilotes d'F-18, parce qu'eux atteignent 50 000 pieds en faisant un jump, là, puis ils retombent tout de suite. Moi, j'étais dans le Concorde en 76, et puis je me souviens, j'étais dans la cabine en avant, et puis le pilote m'avait dit, regarde, dans le temps, ça se faisait, là, aller dans la cabine. Le pilote me dit, regarde, tu vas voir la courbe de la Terre. Je l'ai vu, en fait. Ça, c'est un détail que je voulais rajouter. Mais pour te dire qu'à 60 000 pieds, le ciel, il est bleu, là, comme tes jeans, là, OK? C'est pas un bleu clair, c'est bleu marine foncé. Et à ce moment-là, à cette altitude-là, tu peux recueillir énormément d'informations qui n'est pas altérée par des ondes électromagnétiques venant du sol. Alors, l'air est clair. Alors, ils peuvent recueillir beaucoup, mais c'est qu'ils ne peuvent pas les transmettre, vu la courbure de la Terre,
heureusement, malheureusement pour les compléter, excusez-moi, là, c'est parce que la courbure de la Terre empêche d'envoyer l'information qu'on appelle le data link jusqu'à la source. Alors, il y a un avion plus bas qui, lui, reçoit l'information, l'accumule et la porte à son destinataire. C'est comme le 10-2 externe, l'Orion. Exactement. Alors, je voulais t'en parler tantôt. Je pensais te rencontrer en début d'émission, mais il m'est arrivé quelque chose. Fait que là, au moins, j'ai le plaisir de t'en parler en ondes. Et puis, j'écoute toujours tes émissions en passant. Et puis, je suis content de t'avoir parlé directement et également avoir fait partager ça à tout le monde. Comme je t'ai dit, là, mes sources d'information sont véridiques. Je t'en mentionnerai une en privé, là. Ils sont véridiques. C'est pour ça que, parce que le gars qui a entendu parler du gars qui, lui, connaît l'autre qui travaille là, moi, je marche pas de même. Tantôt, tu parlais d'enquêteur. Moi, je suis pas un enquêteur, mais j'enquête. Mais c'est un peu ça dans lequel je fonctionne. Je vérifie mes sources et je livre des informations. Ben, je te remercie beaucoup. C'est tout le temps un plaisir de te parler, Raymond. Toujours winner. Toujours winner. Il y a toujours les bonnes informations. Ouais. Il y a les bonnes plugs, Raymond. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis avec vous autres, zones parallèles. Hein? N'oubliez pas. Là. Ah, ouais. C'est ça. Là, il va falloir se timer pour que ton émission soit en même temps que la mienne. La première que j'ai faite il y a 3 ans déjà, tu suivais, en fait, avec Muffon, ma première intervention. Déjà 3 ans. Oui, ça fait déjà 3 ans. Oui, c'était la fois que tu avais parlé des radiations. Là. Ben, c'est ça, exactement. On avait un peu traumatisé des gens, là, parce que même s'il y a un avertissement au début, puis moi-même, j'avais averti, les gens, tu sais, ont toujours une crainte, parce que, évidemment, ils nous disaient, si l'eau du Saguenay, elle est-elle encore bonne? Ben oui, évidemment, tu sais, autrement, ça serait alors, c'est un peu ça. Alors, c'était ma petite participation à votre grande émission, Éric. Salut bien. Salut Nancy, qui doit être en ondes. Oui, juste à côté de moi. OK, d'accord. Salut Nancy, au plaisir. Et salut Carole et Steve également. Je pense que notre ami Capin devait être là aussi. Là, on est tout ça. Ben, il y a Kevin qui est avec nous, qui est un enquêteur de Muffon, puis j'ai mon garçon Marc-André qui est là. En studio. Merci de ton appel, Raymond. C'est très apprécié et j'ai hâte de te voir la semaine prochaine. Salut, ma grande. OK, bonjour. Merci. Bye. Tout le temps bon d'avoir des bonnes plugs, des bonnes connexions. Mais, hein? Bien sûr, c'est ça qui arrive, Kevin, je m'excuse. Mais il n'y a pas de problème. Mais il arrive que quand il y a des informations plus hautes qui arrivent, c'est ça. Il faut faire la place. Il faut faire la place, qu'on a fait la place. on revient à notre émission régulière. Que Kevin, il va... fais-nous une petite introduction de toi, parce que c'est comme la deuxième fois que tu viens, je pense, à la radio. Puis on a beaucoup plus de monde qu'avant. Donc, on fait une petite introduction, savoir qui tu es et quoi tu fais avec le Muffon. Je suis devenu enquêteur en 2020 pour le Muffon Québec et Muffon Canada. Ensuite, passé enquêteur international, puis enquêteur IRT qui est spécialisé dans les contacts et enlèvements extraterrestres. Et les recherches m'animent beaucoup. Alors, il y a mon histoire personnelle que j'avais parlé déjà dans la vague d'OVNI le 5 novembre 1990 en France. J'étais enfant avec ma mère, qu'on avait vu 3 lumières en forme triangulaire passer au-dessus de notre tête. Et bon, moi, ça va toujours rester en moi. Pourquoi, je ne sais pas. Mais je cherche des réponses. Et récemment, j'ai écrit au FBI pour savoir ce qui s'était passé le 7 novembre 1990 à Montréal, puisque j'avais entendu dans une émission, et plutôt aussi Eric, que comment il s'appelle, John de Souza
qui a 25 ans d'expérience dans cette organisation, a dit qu'il était présent lors des événements, alors qu'il est américain, et qui a collaboré avec les autorités locales canadiennes. Donc j'ai écrit au FBI, comme on dit, on lance une perche. Juste confirmer, c'est les événements du 7 novembre de l'hôtel Bonaventure. Exact. J'ai écrit le 9 janvier 2023 et ils m'ont répondu assez rapidement puisque 10 jours plus tard, j'avais une réponse. Elle ne m'a pas convaincu parce que j'ai demandé rapport, photo, j'ai demandé gros pour avoir un petit peu. Comme une augmentation de salaire. Et là, ils m'ont répondu que avec les informations que je leur avais données pourtant précises, puisque j'avais donné l'endroit, j'avais donné l'heure, j'avais donné l'année, le lieu, ils m'ont dit qu'il manquait, qu'avec les éléments que je leur avais donnés, ils n'avaient rien pu faire et qu'à partir de maintenant, le dossier était clos. Mais je leur avais dit que je savais leur présence dans le courrier. Si vous voulez voir. Et ils m'ont répondu que le dossier était clos, qu'ils n'avaient rien trouvé. Mais ils ne m'ont jamais dit qu'ils n'étaient pas là. Hey. Donc, tu joues avec les mots, là. Ben oui. Ben oui. Parce que on parle du Canada, là. Et ils auraient pu très bien me dire, mais monsieur, vous me parlez du Canada, vous ne me parlez pas des États-Unis, qu'est-ce qu'on y ferait là-bas? Ils auraient pu répondre ça, on n'a aucune information à vous donner là-dessus. Mais là, ils n'ont pas dit qu'ils n'y étaient pas. C'est quand même... Moi, je lis entre les lignes là-dessus, quand même. C'est une réponse qui peut aussi être plausible. Mais qu'est-ce qu'on parce que aujourd'hui, j'ai vu la lettre pour la première fois. Ils disent qu'ils n'ont plus les informations en leur possession. Mais comme regardez, ça, je dis à Kevin, il va aller demander d'autres informations à une autre place, aux archives. C'est ça, ils m'ont réorienté avec une autre adresse. Qu'il y a une autre entité qui ont peut-être les données que Kevin cherche. Que je dis à Kevin, on va envoyer une demande à cette place-là parce que je pense que c'est comme une autre entité puis ils ne sont pas reliés ensemble. Kevin va faire une autre demande à l'information, mais à l'autre. J'aimerais ça le voir. Oui. Est-ce que fiston? Merci. OK. Continue, j'ai rien dit. Fiston a passé les papiers. Voilà. Et puis, l'autre sujet qu'on voulait parler, c'était Russell Kellett. Alors, Russell Kellett, j'ai pris contact avec lui parce que il parle ça parle d'un homme qui a été enlevé et qui a servi en tant que soldat enrôlé par des extraterrestres. Alors, connaissant aussi l'histoire de Jean-Charles Moyen, forcément, j'essaye de chercher un maximum d'informations qui pourraient corroborer avec ces histoires et qui pourraient corroborer de ce qui se passe, on va dire, derrière le rideau. Je vais m'expliquer parce que alors Russell Kellett est né en 1963, donc il va avoir 60 ans aujourd'hui, en 2023, et il est né dans une famille modeste à Bradford, dans le West Yorkshire, en Angleterre. Donc il a eu pas mal de rencontres extraterrestres. Et pourquoi je me suis intéressé à son histoire? Parce que il était beaucoup moqué dans les commentaires. Et quoi de mieux que de prendre les informations auprès de la source au lieu de suivre ceux qui le cassent un peu dans les commentaires en disant qu'il s'est fait enlever. Parce que oui, il dit qu'il s'est fait enlever à peu près une 60aine de fois. Donc j'ai pris contact avec lui. Je lui ai envoyé une vidéo
Et puis, tout de suite, il m'a répondu dans la journée en me disant qu'il était OK de faire une vidéo avec moi, qui est disponible en anglais, malheureusement, sur MUFON Canada, sur la chaîne YouTube. On va mettre le lien après l'émission, à peu près vers la fin de l'émission. Voilà. Et puis, il m'a dévoilé des choses pendant cette entrevue. J'essaierai de faire un maximum condensé. Et puis, j'ai découvert d'autres choses parce que j'ai fait des recherches par rapport à ce qu'il m'avait dit. Et j'ai découvert des choses par rapport à l'année 1990. Et qu'est-ce qui s'en est passé des choses cette année-là. Alors, à 4 ans, un soir de Noël, il voit comme un astronaute traverser son jardin par la fenêtre. C'est bizarre, hein? Et au début, il croyait que c'était une personne qui venait ramasser les poubelles. Donc, il fait pas attention. Si c'est ça, il devait se dire, non, mes déchets doivent sentir mauvais. Il s'habille avec un casque. C'est ça. Il avait un casque, il était habillé, le terme c'était Spaceman. Et il le voit disparaître. Et quand il regarde, déjà il est choqué à 4 ans, il se pose des questions. Et il voit comme un cigare argenté partir dans les nuages, derrière un mur, derrière son quartier, monter à la verticale et puis se perdre dans les nuages. À une vitesse folle, je présume. À une vitesse assez folle, ouais. Mais de sa famille, parce qu'il y avait des gens de sa famille, c'était le seul à le voir. Ça, c'est le premier événement pour lui dont il se souvient qui était, on va dire, paranormal et lié avec les extraterrestres. Okay. À 16 ans, c'est là où c'est le plus... Mais on remarquera que Jean-Charles Moyen s'est fait enlever à 4 ans aussi. Lui, il a un contact, on va dire, pour l'instant visuel. Il ne se souvient pas que l'entité lui ait parlé ou quoi que ce soit, que cet astronaute. Mais c'était à 4 ans aussi. Il y a beaucoup de gens qui, à 4 ans, ça a été comme le début de leur expérience. Ça, c'est une petite remarque. À 16 ans, lorsqu'il habitait à Bradford, au Royaume-Uni, lors d'une excursion en moto, il s'arrêta à un passage à niveau pour attendre le train. Et là, il se sent comme déconnecté dans ses pensées. Et d'un coup, Russell, il sent une présence derrière lui. Il pensait que c'était un camion qui s'était mis derrière. Il commence à avoir peur parce qu'il sent une présence comme si un gros volume arrivait derrière lui. Et rien. Il lève la tête et là, il aperçoit des sphères dans les airs, des boules lumineuses. Donc là, il est dans ses pensées et il revient comme à lui après l'observation, sauf que le train, il ne l'a jamais vu passer. Il était arrêté à un passage à niveau avec les barrières qui tiltent, qui baissent, et le train, il ne l'a jamais vu passer. Mais la boule était toujours là. C'est comme si le système de train a capté ça, comme étant, il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait eu une pause, ou que le train était passé, mais que lui n'était pas là. Ou qu'il a capté ce truc-là. On dû le... Parce que quand ça s'abaisse, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ouais, mais quand il se revient à lui, si tu veux, les barrières sont relevées et le train est passé. OK, du temps manquant. Comme un temps, voilà, un temps manquant, exactement. Okay. C'est exactement le terme. C'est un temps manquant qui, pour lui, a duré quelques secondes. Mais il continue sa route, mais il y avait toujours, sur le côté de la route, ces sphères lumineuses qui le suivaient en moto. Et là, il s'arrête, il décide de s'arrêter, puis de les observer. Il les observe pendant 5 à 10 minutes. Puis elles disparaissent tranquillement. Et s'évanouissent, s'éteignent toutes seules dans les airs. Et il continue à son voyage. Et quand il arrive à chez lui, c'est là qu'il se rend compte, parce qu'il n'avait pas de montre, il se rend compte qu'il lui manquait des heures. Le lendemain matin, lors de son réveil, il est parti travailler, et au moment de franchir les portes, une fille qui était à son travail lui dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que tu as vu ton visage, Russell ?»
Il dit, bah non. Et il me dit que je portais mon casque, toujours la visière relevée. Donc son visage était rouge vif, comme un coup de soleil. Il était brûlé du haut du nez, sur ses pommettes, son cou, ses mains, et il a commencé à être très malade. Mais rouge vif, donc on pourrait penser, il allait à l'hôpital, bien sûr, il allait se faire suivre à l'hôpital. Et les médecins se posent des questions sur qu'est-ce qui vous est arrivé, avez-vous été exposé à une forte chaleur, été-vous exposé à quelque chose d'inhabituel, travaillez-vous à des endroits qui pourraient être radioactifs, par exemple. Et il répond que non, puisque, à savoir que Russell est dyslexique, il a beaucoup de mal à écrire son livre, donc il a dû se faire aider pour écrire son livre et pour retranscrire aussi son histoire qu'il a écrit depuis 23 ans. Enfin, qu'il a commencé à écrire depuis 23 ans, à ses 16 ans, après cet enlèvement, enfin, qui suppose être un enlèvement. Il dit que il a été, pour dire les choses, il a été, suite à ça, il a eu comme des résurgences de souvenirs et un stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'il voyait des scènes de combat, mais il n'était pas avec des humains. Oh! Voilà. Il combattait des fois contre des humains, il combattait dans d'autres planètes, sur notre planète et dans des bases souterraines. Je vais dire comme toi, ça ressemble étrangement à ce que Jean-Charles dit. Exactement. Et c'est pour ça que son histoire m'intéressait. Donc, je voulais creuser un petit peu ce qui se passait. Avec raison, c'est fou, là. Et ce qui est fascinant, c'est que, comme tout bon enquêteur, tu poses des questions, et puis s'il essaye de peu d'esquiver, tu reviens plus tard. Mais sauf que, ou tu fais une technique que tu as oublié ce qu'il t'avait dit, pour savoir si elle allait répéter la même chose. Ouais. Mais à chaque fois, il répète toujours la même chose. D'ailleurs, dans la vidéo, on peut voir que quand il répond, il a l'impression même de revivre. Tu vois qu'il revit ces événements. Un revécu. Mais c'est ce syndrome de stress post-traumatique qui est intéressant puisque il n'a jamais été engagé dans l'armée, mais il a vécu une vie de vétéran. C'est comme s'il était vétéran. Ah, mon Dieu, oui, hein? Il y a une vidéo qui a été faite avec toi, justement. Oui, exact. En anglais, malheureusement, c'est réduit pour certains, mais j'ai fait l'effort de vouloir préparer mes questions en anglais, de lui parler en anglais, parce que pour moi, cette histoire était trop importante. Ben oui, mais est-ce qu'on peut le sous-titrer, je prie? Sous-titrer, oui, c'est avec ça que je me suis aussi aidé pour récupérer. Sur YouTube, tu peux faire le sous-titrage, mais on s'entend que des fois, tu peux avoir le même mot, mais écrit de 15 façons différentes. Là. Juste un exemple, quand on a fait le live là, avec James Fox et Victorio pour le cas du Brésil, Paccaccini, son nom, je pense qu'il n'est jamais écrit de la même manière dans les sous-titres, là, qu'il faut avoir quand même un esprit ouvert encore plus quand on y va avec les sous-titres. Parce que c'est quand même une vidéo d'1h50 et de faire tous les sous-titres, ça prend quand même un bon bout là, de... Mais je pense que sur YouTube, c'est sur YouTube. Oui, c'est ça, mais la transcription, des fois, là... mais il ne faut pas le demander. Faut pas quand on le programme, il faut qu'on... Il l'a, mais... c'est pas précis. C'est pas précis, là. Ben, au moins, ça y va à l'oreille. Ouais. Et l'oreille, des fois, est sale. Puis des fois, mon anglais n'est pas très bon non plus. Alors des fois, ça dit quelque chose que je ne voulais pas dire du tout. Tu vois. Que des fois, il y a peut-être des fois, si vous trouvez la transcription un peu bizarre, mais juste de réécouter et de voir. Là, Si vous me permettez, hors sujet totalement, là, prenez le temps d'aller écouter un vidéo rendu de Richard Glenn, mais avec les sous-titres par YouTube lui-même.
Tu sais, la façon qu'on parle en français, là, le sous-titrage que ça donne en français lui-même, là, ça en est tordant. Mais il y en a plein d'émissions comme ça là, qu'on peut écouter, puis qu'on fait juste rajouter les sous-titres, mais en français, puis lisez ce qui est écrit. C'est tordant. Ça va pas avec pantoute. Non, du tout. Ouais, du tout. Je pense que YouTube ont besoin de mettre un petit peu d'argent sur la transcription. J'ai un commentaire de Marc Belmont qui dit que lorsque nous racontons ce que nous avons vécu, nous le répétons toute notre vie. Oui, c'est comme ça. C'est comme si on le revivait, cette situation. Fait que le gars, tantôt, quand tu parlais qu'il répète, mais il répète, puis il le revit. C'est ça, c'est des images. C'est des images. T'es marqué à vie avec ce que tu vois. Fait que tu peux pas te tromper. Là. Surtout que lui, c'est des scènes de guerre. Mais des scènes de guerre, je lui dis, mais t'as déjà fait la guerre, t'étais un vétéran dans la, on va dire, dans la matière, dans notre densité. Il me dit, non, j'ai été juste passionné par les armes, ce qui peut être aussi explicable. Ouais. Ben oui. Il adorait les armes. Je suis fait d'abord. et voilà. Et puis, il dit que pendant cette abduction, pendant cette absence de temps manquant, il dit avoir reçu des implants dans le corps, notamment dans le bras, qu'il a dû lui-même s'inciser avec un scalpel parce que ça faisait des interférences. Il travaillait apparemment dans tout ce qui est son, audio. Ça faisait des interférences sur les amplificateurs. Donc, il se l'est enlevé lui-même. Un peu quand on reçoit un message texte, puis qu'on est proche de l'ordinateur, puis on entend des grichements dans les haut-parleurs, juste pour que les gens fassent une référence à quoi qu'on parle. Exactement. Et ces implants sont implantés, un dans chaque oreille, dans les yeux, dans chaque œil, dans la gorge et dans le nez. Bon, tu sais, tout ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, c'est... Et c'est très plausible avec ce qu'il raconte après par la suite, avec son équipement qu'il avait. Ben oui. Donc, il déclare qu'ils l'ont pris pour des capacités de télépathe. D'ailleurs, il a fait partie d'une équipe qui s'appelait Omega. Omega, il avait une soute noire, une combinaison noire, et sur le col, il avait le signe Oméga du côté gauche, de côté droit, et sur le côté gauche, il avait la lettre T qui voulait signifier télépathe. Et de l'autre côté du symbole, le symbole Oméga grec. Donc ses capacités ont diminué à cause de sa santé, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de preuves, mis à part de ce qu'il raconte, mais ses meilleures preuves, comme il me dit, c'est son corps. Parce qu'aujourd'hui, il est atteint, suite à cette abduction, il est en incapacité de travailler, et il a développé une fibromyalgie, il est sourd d'une oreille, et je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc il décrira les entités comme étant très grandes, environ 15 pieds de haut. Type humanoïde, chauve, peau très pâle, comme une tête de chauve-souris, comme dans le film Nosferatu en 1922. Et je crois qu'il y a eu un remake récemment là. Est-ce que c'est semblable à ce qu'Éric, la photo que tu as mis, parce que je vois une photo d'un chauve avec des oreilles. Exactement, avec des grands crocs. Il avait les yeux blancs, l'iris blanche et la pupille noire au centre. Hey, c'est pas beau. Et il n'avait jamais vu, il disait, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi grand. Non, c'est pas beau. Ils étaient vêtus d'uniformes noirs moulants. Et ils l'auraient fait, quand ils l'ont récupéré, ils l'ont fait asseoir sur une chaise froide. Souvent, des abductés parlent d'ailleurs qui sont couchés ou assis sur du métal froid. Et là, il est assis et il se fait injecter. Il ne sait pas ce qu'on lui injecte. Il se fait intuber. Il dit qu'on lui met comme un liquide, mais aussi on lui prélève des choses à l'intérieur du corps. Et on lui fait enfiler une combinaison ou une soute de couleur noire qui serait très moulant, mais on le mettrait et puis il y aurait des boutons à appuyer, à activer, et ça se serrerait automatiquement avec une intelligence qui prend la forme du corps et que ça se serrerait, et en même temps, ça décuplerait les forces vitales
Mon Dieu, enlève-tu bourrelet? J'irais bien m'en chercher une comme ça. Et la puissance. La puissance et tout ça, ça décuplerait la force physique aussi. Donc, certaines entités mesuraient aussi, qui ont collaboré avec lui, 6 pieds de haut. Mais il me raconte que ces créatures, qui étaient avec aussi ceux de 15 pieds, étaient comme, il avait l'impression qu'ils étaient punis, mais ils étaient employés comme des officiers de cette armée, et ils étaient punis pour travailler avec les humains. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas non plus volontaires pour travailler avec les humains, et que les entités avec qui il était avec ne s'entendaient pas. Mais comme ceux de 15 pieds étaient apparemment les hauts gradés, ils n'avaient pas le choix. Et ces hauts gradés seraient aussi, certains hauts gradés auraient une longue robe et avec des couleurs très élaborées, de couleurs vertes, bleues, violettes, voire même dorées. Là, toutes les bing que vous entendez, c'est chaque message qui rentre, commentaire, Okay. On l'entend. C'est pour ça. C'est pas mon compte perso ou peu importe. Là. Parce qu'on est branché sur Facebook avec là-dessus. C'est pour ça que ça fait ça. Juste avant que tu continues, Kevin, on va aller à la dernière pause. Puis après, on va revenir avec la continuité de Kevin. Parfait. Talk, rock et hip-hop. Apéro? Oui. Apéro sexy? Oh que oui! L'Extase, c'est la place pour décompresser. De 19h à 20h, entrée gratuite, bière abordable, filles séduisantes et ambiance enivrante. Laisse-toi tenter. Le bar L'Extase. Du mercredi au samedi pour la place la plus haute en ville. 333 avenue Taniata. Hey, ça va, mon Alain? Pas pire, mais l'hiver, réparation de toiture, morceaux par-ci au vent, coulage, délègement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture Le Cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et Toiture Le Cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88 655 6718. Inspection de bâtisse, inspection FPO, inspection résidentielle, inspection FPO. Ça va vite, on fait ce dont vous avez besoin. Inspection pré-achat, pré-vente, inspection de construction neuve, diagnostic, état des lieux, inspection de drain français, détection de moisissures, analyse de l'eau. Inspection FPO. Comprends-tu? Comprenez comment fonctionne votre bien immobilier. Inspection FPO. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJtransport.com. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com. Tant qu'à s'enrôler, on le fait chez Pizza Salvatore à Saint-Nicolas. Jusqu'à 26 $ de l'heure pour cuisiner les meilleures poutines et pizzas. Jusqu'à 30 $ de l'heure pour les livrer ultra rapidement. 10 primes au rendement et tu peux même être gérant. On t'attend route des Rivières. Pizza Salvatore. Les montants des salaires incluent les pourboires. Québecdebt.ca. Hey, l'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les 2 chars, la roulotte. Puis là, ben, skidou, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québec Debt va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro 1 avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes, ça passe par québecdebt.ca. Go! Québecdebt.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. La seule station hip-hop au Québec. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour à l'émission Zone Insolite, l'édition de MUFON francophone international. Juste vous dire que Jenny, elle a quitté à cause qu'il y avait une mauvaise connexion Internet, qu'elle a fait dire un gros bonjour à tout le monde. La bise, elle a dû quitter à cause de la mauvaise connexion aujourd'hui, que j'ai dit que c'était la faute à Macron, puis elle pense que c'est ça. Bon.
Ça reste comme ça. On va continuer rapidement avec le cas avec Kevin. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes qu'on va faire quand même. Il y a beaucoup de matériel. C'est plate qu'on n'ait pas assez de temps, mais on va mettre le lien avec la vidéo que Kevin a fait. Vous allez pouvoir continuer à voir sur le dossier. Donc, il m'explique, et là, je me suis posé la question pourquoi il me disait ça. Il m'explique que les Irakiens auraient refusé de combattre avec des entités bleues qui a eu le choix et finalement qui n'ont pas eu le choix. Donc, la race qui l'a enlevé, il ne sait pas d'où elles viennent, de quelle galaxie, leur provenance. Donc, suite à tous ces événements, bien sûr, Russell, de son côté, est devenu enquêteur aussi. Est venu enquêteur pour plusieurs types. Il a travaillé pour des magazines. Il a été... D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Il a été comme moqué, parce qu'il travaillait avec dans un magazine ufologique au Royaume-Uni. Et quand il racontait son histoire, il montrait des photos. Les photos, ça passait. Les histoires d'abduction, ça passait aussi. Il voulait en parler. Mais dès qu'il parlait de soldats dans l'espace, là, ça passait plus. Et il s'est fait moquer. Même il a perdu des contacts avec les gens qui ne croyaient pas en son histoire. D'ailleurs, il était très touché qu'enfin, il y ait des gens qui s'intéressent à la sienne. Et il a fait aussi des apparitions dans plusieurs journaux locaux, le Sun au Royaume-Uni, la BBC et quelques autres médias qui sont très connus là-bas. Et il a du courage parce qu'il se fait moquer, quoi. Il se fait rire de lui. Exactement, ridiculiser. Oui, mais c'est un peu ce que Marc dit. C'est dommage qu'il ait pas assez d'enquêteurs comme toi. Comme nous aussi, on est au Québec, on est un peu plus ouvert qu'en France. Pas évident. Exactement. C'est peut-être une autre temporalité. C'est parce qu'on voit plus loin que le Taux-les-Boulons. C'est ça le truc. On voit plus que ça. Il n'y a pas que la petite lumière, il y a les adductions, mais il faut comprendre pourquoi. Oui, pourquoi ils enlèvent les gens, pourquoi il y a des contacts, pourquoi il y a des vaisseaux. Mais là, j'essaie de l'expliquer et ça va être un peu long peut-être pour pouvoir le faire. Mais la partie super soldat, donc je lui demande s'il connaît les grands noms de la divulgation. Michael Salla, il me dit que non. Emery Smith, il me dit que non. Randy Kramer non plus. Corey Goode, oui. Jean-Charles Moyen non plus. David Rousseau non plus. Elena Danahan non plus. Et Tony Rodriguez, oui. Alors Tony Rodriguez, quand j'ai fait l'entrevue en 2021, il l'avait reçu 7 ans avant. Et c'est Tony Rodriguez qui lui a donné son nom de super soldat. Parce que par rapport à l'histoire de Tony Rodriguez, pour certains qui le connaissent, qui était esclave sexuel et esclave sur Alpha du Centauri, il dit que quand il l'a écouté pour la première fois, ça lui rappelait vraiment ça, les super soldats qui opèrent dans l'espace et sur Terre et en intraterre. Je lui ai demandé aussi s'il connaissait Andrew Basiago, qui avait parlé du projet Pegasus, qui parle de la téléportation du voyage dans le temps. Il m'a dit que non plus, il ne connaissait pas. Donc là-dessus, quand il me dit qu'il ne connaît pas, moi, ça m'a dit que ce qu'il dit, il n'a peut-être pas forcément écouté quelque part et répété. Exact. Donc, sachant qu'il faut peser aussi avec Corey Goode en ce moment, ce qu'il dit. Parce qu'on a appris que, lui, il dit, c'est Corey Goode qui dit que finalement, il aurait tout inventé et que ce serait son esprit. Voilà. Et qu'il n'est jamais allé sur la Lune physiquement. C'est drôle. Ça, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est drôle parce que juste à t'entendre, j'ai Brian aussi qui dit avoir vécu des choses similaires. Ça le touche vraiment d'entendre ce que tu dis parce qu'il a vécu des choses similaires à ce que tu dis.
Qu'est-ce que S'il veut me l'autre... contacter, c'est avec C'est fou, grand là. plaisir. On Ben, essaiera on va de... l'avoir justement à l'émission, parce que je l'ai invité à l'émission il y a quelques semaines. OK. Puis je veux qu'on parle de ça. C'est clair que C'est fait ça. le lien, c'est fou, là. Et il demande... donc... On va sauter parce que j'ai perdu le fil. Oui, je lui demande pourquoi il a été recruté. Donc, il dit que, sachant qu'il était, pour les gens, c'est pas possible que ce soit un ancien militaire, sachant qu'il n'ait jamais fait partie de l'armée dite régulière. Mais sauf que il a fait partie, on va dire, d'une guerre derrière le rideau. Et je me suis aperçu quand il m'a parlé. Déjà, je lui ai demandé aussi qui c'est qui combattait. Et il me dit, ça peut être des humains, d'autres humains, des êtres bleus. Alors ça m'a un peu posé des questions, les êtres bleus. Avatar. Surtout en Irak. Surtout en Irak. Les êtres bleus et les dracos, qui sont très connus, les dracos, qui sont des reptiliens, avec des têtes de dragon. Il est décrit comme ça. Il serait blanc. Il y en aurait des blancs, des verts, des bleus, avec des museaux plus ou moins prononcés, et d'autres reptiliens qui seraient aussi, qui ressembleraient plus ou moins à des humains des fois, avec la queue plus courte, d'autres avec la queue plus longue, et très pointue, qui s'en servaient comme arme. La pupille fendue, les yeux marrons et verts, et ça pouvait changer d'un individu à l'autre. Donc, je lui ai demandé combien de fois il aurait participé à des programmes, et il me dit qu'environ 60 fois. Donc, c'est 60 fois, mais on parle de quelle temporalité? C'est ça, en terrestre, ou 60 fois dans l'espace, par rapport à l'espace-temps. Donc, pour en revenir à ces implants, donc, son équipement, il dit qu'il y avait un casque qui était relié avec ses implants des oreilles, qui servait à la communication. Il avait dans son casque était équipé d'un écran comme un ordinateur, avec toutes les données qui s'affichaient sur son écran, sur sa visière de son casque, comme un cockpit d'avion de chasse. C'est digne d'un film de science-fiction, c'est pareil. C'est ça. Et qu'il suffisait, pour sélectionner des menus, il me disait, il suffisait de cligner des yeux pour pouvoir sélectionner un menu qu'il choisissait. Ce casque servait aussi de traducteur avec des races extraterrestres, ou s'il intervenait en Irak ou en Chine, son casque, lui, parlait en anglais, mais son casque traduisait pour lui, en instantané. Wow. Son casque était connecté à son arme, et il dit que c'était une arme sonore qui lançait des ultrasons, et que quand on était touché, on avait une hémorragie interne dans le corps, on décédait, et sur le côté, c'était une arme multi-usage, oui. Ça ressemble à l'effet que ça donne, là. C'est exactement la même chose que les pilotes de chasseurs vont expérimenter s'ils n'ont pas le costume qui leur permet de maintenir la pression sanguine dans leur corps, là. Quand ils mangent une coupelle de G, là, un 4-5G qui est 4 à 5 fois leur propre poids, ça peut tout s'écrapoutiller à l'intérieur, là. Ça donne exactement le même effet. Exactement. Et il me dit que sur le côté droit, parce qu'il me montre en plus, comme s'il revivait la scène, le côté droit de l'arme, c'était une batterie, tu mettais dedans, et qui lançait des ondes sonores très puissantes, très concentrées. Et sur le côté droit, il y aurait un canon à énergie dirigée, plus communément appelé laser. Et il ne pouvait pas tirer avec son arme sonore s'il ne portait pas son casque, parce qu'il pouvait se tuer. Il pouvait lui-même se tuer en saignant de ses oreilles s'il tirait avec son arme d'ultrasons. Sur sa combinaison, il était équipé de 2 boutons. Un pour justement serrer sa combinaison
comme un gant. Elle était comme intelligente. Elle se souvenait de la forme de son corps pour se resserrer quand il l'a enfilé. Quand il l'a renfilé, il l'a enlevé, il l'a renfilé. Et un autre bouton qui servait de téléportation. Il disait qu'il tournait et qu'il fallait le presser et se téléporter. C'était comme un siège éjectable, justement, pour en ramener aux avions. C'est s'il y avait une scène un théâtre d'opération qui était dangereuse pour lui, il pouvait se téléporter instantanément pour réapparaître à un autre endroit. Je lui ai demandé s'il avait travaillé, s'il pensait que le gouvernement britannique était derrière. Il dit qu'il faut faire très attention à ce qu'il dit, mais qu'officiellement, non. Et il y a un dessin qui m'a montré et qui m'a choqué parce qu'il parle qu'il est rentré dans un vaisseau, dans une pièce de vaisseau, et le sol est particulier parce qu'il est en damier. Oh, l'image qu'on voit ici. Oui, exactement. L'image. La caméra qui est juste là. Okay. Yes. L'image a été mise en commentaire. On voit des personnes. Voilà. Personnes et le damier, symboliquement, ça veut dire pas mal de choses. Et ces sphères, les boules de cristal, il dit qu'elles sortaient du sol, il appuyait dessus et il allait dans sa mission. Il y avait un portail qui s'ouvrait et il allait dans sa mission qui lui était destinée. Tous ceux qui sont autour, ce seraient ses camarades, avec leur casque, vêtus de noir. La symbolique du damier, c'est que le blanc et le noir, c'est la lumière et l'obscurité, c'est l'occultisme. Donc, comme tu disais tout à l'heure, Steve, la lumière ne peut pas exister sans l'obscurité. Exact. Et vice-versa. Donc, ça a des symboles, notamment Illuminati, franc-maçonnique. Et pour moi, après ce que j'ai trouvé, ce qui s'est passé dans les années 90, ça serait un programme noir Illuminati qui ferait partie. C'est lourd ce que tu viens de dire là. C'est les contrôleurs qu'on appelle. Et là, je vais faire une aparté, mais j'ai peur d'être pris par le temps. Il reste 6 minutes. Là. C'est juste une question que j'ai. Est-ce qu'il aurait été transféré comme un corps clone ou c'est son corps à lui? C'est son corps à lui. C'est son corps à lui. Il y a des gens qui se moquaient parce qu'aujourd'hui, il est obèse. Mais il y a 30 ans, il n'était pas comme ça. Les gens, souvent, aujourd'hui, ouais, mais il ressemble à ça. Oui, mais regarde les photos d'avant. Peut-être qu'il était en forme. Peut-être que tu ne connais pas sa vie jusqu'à présent. Et puis, il a 60 ans. Pourquoi il mettrait ça? C'est parce que déjà, à la base, on connaît tellement peu certains processus qui arrivent avec le corps. Comme tu disais, les gens qui deviennent obèses, bien souvent, c'est pas parce qu'ils passent leur temps à mal manger. Bien souvent, c'est au niveau psychologique et émotionnel que ces gens-là mangent leurs émotions. Ou une glande aussi. Oui, exact. Et il est sourd d'une oreille. D'ailleurs, sur la vidéo, il a du mal à me comprendre. Bon, parce que je parle un peu l'anglais comme un Français. Une vache française. mais il est aussi sourd d'une oreille et il dit que justement son casque lors d'un combat avait volé, il s'était enlevé et on lui avait tiré dans le dos avec une arme sonore et depuis il a perdu l'oreille, il a perdu l'ouïe d'une oreille. L'aparté que je voulais faire, c'est par rapport à mon histoire en 1990, toujours cette année-là. Il s'est passé plein de choses en 1990. Et dans l'histoire à Jean-Charles, il s'est fait tirer dessus aussi avec une arme à ED. Ben oui. En 1990. Celle où on voit les traces sur la rampe d'escalier. Exactement. Et la photo où il y a marqué. Donc, je tape sur Google, qu'est-ce qui s'est passé de marquant en 1990? Et là, je tombe sur la première guerre du Golfe. Okay. Qui a été déclarée le 1er août. Le 1er août 1990, l'Irak a envahi le Koweït. Les Américains, encore une fois, ils ont dit on ne s'en mêlera pas. Est-ce qu'ils ont. C'est eux autres parce que ça leur tentait de le faire ou parce que les Américains leur demandaient de le faire? Ça, c'est la question qu'il faut chercher, mais là, on sombre
dans le complotisme. Mais c'est pas loin de tout ça, de ce que j'ai trouvé, mais c'est que des faits que j'ai trouvés, et à chaque fois que je cliquais sur l'information, je tombais là-dessus. Sur l'Irak, sur l'Afghanistan, le Moyen-Orient, et les êtres bleus. Et justement, et d'ailleurs, on parlait des Sumériens tout à l'heure, vous parliez des Sumériens, vous receviez Monsieur Galidor, c'est ça? Galador, Louis Galador. Louis Galador. Et pour refaire en novembre, ils ont dit, voilà, donc le 29 novembre 1990, toujours en novembre, ils ont dit que l'Irak avait enfreint il y a eu une organisation, il y a eu une réunion à l'ONU, et qu'ils avaient enfreint plein de traités, et ils ont décidé d'intervenir sur le sol. Ça, c'était en novembre. Mais le 11 septembre 1990, ça sort des données de l'université de Sherbrooke à l'école politique. C'est le discours du 11 septembre 1990 du père Bush qui dit de déclarer le nouvel ordre mondial. C'est drôle la date, hein? Ben oui, 11 novembre. Et son fils, en 2001, le 11 septembre 2001, a continué le travail du père. Il y a plein d'événements qui se sont passés le 11 septembre, juste pour ne pas dire que ces gens-là respectent un certain culte. Exactement. Là, c'est ainsi, c'est les 24 février qui sont à la mode. Et j'ai découvert que... Enfin, je me suis aperçu, parce qu'il y en a sûrement d'autres qui ont dû faire le lien aussi, que dans les années 40, avec Adolf Hitler qui s'intéressait à ces technologies-là, il y avait déjà un paquet de scientifiques Prescott Bush, qui a fait ses études à Yale et qui était dans le Connecticut, était dans la banque, grand ennemi des Rockefeller. Lui, il aurait été soupçonné par le peuple américain d'avoir vendu des armes aux nazis. Tu avais GM qui faisait les véhicules. Sachant que... Il y avait une usine directement en Allemagne. C'est ça. Et donc, il y a eu tout ça. Mais ce qui est marrant, c'est comme les enlèvements. Grand-père, fils, petit-fils. Le nom Bush ressort beaucoup pour l'Irak. Ils étaient fascinés par l'Irak comme les nazis. Pourquoi? Comme on en parlait tout à l'heure, sous le palais de Saddam Hussein, il aurait activé des portes des étoiles. Il y a une vidéo qui circulait aussi, on ne sait pas si c'est une vidéo qui provient d'une des opérations, mais il aurait découvert une tombe d'un certain Sumérien, puis de voir l'immensité du personnage qui est là, ça en est débile, mais je ne sais pas si le vidéo est réel ou pas. Là. Je vais venir là-dessus, parce qu'en 2002, un an après la déclaration de la Seconde Guerre, en Afghanistan et en Irak, il s'appelle le géant de Kandahar. Oui. Qui était roux. Oui. Qui faisait 13 pieds de haut. Qui avait 6 doigts et 6 orteils. Exact. Et 6 doigts. Puis il portait des ornementations en or sur lui, couronne et compagnie, bracelet. Et serait pâle, bleuâtre. Exact. Qui rallie un peu à tout ce qui est les Vimana en Inde, et tous les êtres, les dieux, Vishnu, Hanuman, les dieux sumériens qu'on ne sait pas trop la couleur, mais il y a beaucoup de bleu, d'êtres bleus. Et quand il parle des êtres bleus, il me parle aussi, après on va finir là-dessus, il a combattu les Chinois qui étaient alliés à des êtres bleus avec comme des armures de samouraï. Je vais faire une petite parenthèse. Fais-le vite. Très vite. Ouais. Il y avait un monsieur qui avait fait une petite expérience avec du cuivre qu'il avait consommé et il est devenu tout bleu. Je ne sais pas si les gens savent exactement de quoi que je parle, mais je voulais juste faire une petite parenthèse comme ça que je lance sur la table. Vous en faites ce que vous voulez.
Éric? Moi, c'est quand je me frappe puis je me pogne. Ça, c'est une autre histoire. Que je remercie Kevin d'avoir venu faire un petit tour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'avait pas vu non plus. Avec je plaisir. remercie nos auditeurs d'être à l'écoute. Il y a j'ai perdu le nom du gars la personne, Brian. Si tu veux, soit de rentrer en contact avec Kevin, puis vous allez pouvoir discuter des choses. On a fait l'annonce aussi. Tu avais dit que Brian allait venir faire un tour, Carole? Oui, il va être à l'émission Zone Parallèle, mais cette fois-ci, peut-être au pire, tu pourrais participer à l'émission en même temps que lui à Zone Parallèle. Pourquoi je t'invite. pas? Pourquoi pas? D'accord. Merci beaucoup. Parfait. Mais je ne sais pas quelle date je suis en train de regarder mes horaires. Ça risque peut-être d'être en avril ou quelque chose comme ça. Mais il faut que je reparle avec lui. Et voilà. Hey, manquez pas ça, l'émission tout de suite après. C'est Alain Perron et Lynn Dubois. Très bonne émission. Puis on est en train de rentrer sur son temps. Là. On vous remercie d'être à l'écoute, puis on se revoit dans 5 semaines. Parfait. Bye tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les auditeurs. Bye. Bonne journée, bonne fin de semaine. You are tuned in to 96.9, the station that plays progressive West Coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Straight West Coasting with you on this one, showing Cali love, straight from the West Side. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévis. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie